Il disait que les cris parvenaient d'abord dans les communications comme des parasites, des rafales faibles et tremblantes que personne ne prenait au sérieux. Une autre colonie en détresse peut être des pirates, peut être juste un bug système. Le commandement terrestre enregistra le message comme à son habitude. Mais lorsque le même message se propagea dans 6 autres colonies en l'espace de 48 heures, même les officiers aguerris du commandement stratégique commencèrent à s'agiter. La voix dans la transmission n'était pas humaine. C'était quelque chose de plus rauque, de plus léger, comme si l'orateur devait forcer chaque syllabe à travers ses poumons brisés. Cela implorait de l'aide, implorait l'aide de la Terre. Chaque émission se terminait par la même phrase désespérée. « Nous mourrons, nous crions, envoyez vos monstres ». Personne ne pouvait vraiment expliquer pourquoi cette dernière partie faisait froid dans le dos, même aux officiers les plus blasés. La Terre n'avait plus de diplomates, plus dans cette partie de la galaxie. Les missions de sensibilisation, les efforts pour un accord de paix galactique, tout cela s'était effondré il y a des décennies. La Terre comptait désormais des guerriers, entraînés dans le silence, élevés dans des zones de conflit, formés non pas pour la conversation, mais pour des fins décisives. Alors, lorsque les crises extraterrestres parvinrent au Conseil de guerre terrestre, il n'y eut pas de vote. Une fois arrivés au Conseil de guerre de la Terre, il n'y eut pas de vote. Ils savaient exactement qui envoyer. Le 104e détachement, connu dans les dossiers secrets sous le nom de Zone Noire, fut déployé. C'était une unité ni célébrée, ni honorée. Ils ne participèrent à aucun défilé public. Leurs missions ne firent jamais la une des journaux. La plupart d'entre eux avaient été déclarés morts depuis longtemps, et pour cause, ces hommes, brisés, violents, inaptes au service militaire, n'avaient qu'une seule mission, gagner des guerres que d'autres n'auraient même pas engagées. Le capitaine Rowan resta silencieux, tandis que le vaisseau quittait l'orbite terrestre. Son visage était couvert de plus de cicatrices que la plupart des soldats n'en ont accumulées en une vie. Face à lui étaient assis des hommes comme Mace, à moitié aveugle mais redoutable avec un fusil à impulsion, et Thorne, qui avait autrefois incendié un village rebelle entier lorsque son unité avait été compromise. Personne ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient habitués à être oubliés, envoyés là où d'autres refusaient d'aller, et à faire ce que d'autres ne supportaient pas. Le briefing apparut à l'écran une fois le vaisseau entré en territoire neutre. Une voix synthétique expliqua la situation. Une race extraterrestre de niveau intermédiaire, les Yarnetis, avait établi le premier contact des décennies auparavant. Ils étaient paisibles, agricoles, répartis sur 3 lunes, sans aucune militarisation, ne menaçant personne. Jusqu'à maintenant, leur transmission mentionnait une force connue uniquement sous le nom des corbeaux. Aucune espèce ne correspondait, aucune observation n'était enregistrée, juste un détail troublant. Chaque colonie Yarneti envoyait le même message, juste avant de se taire. Pas de survivants, pas de vaisseaux en orbite, juste de la poussière et le silence. « Pourquoi nous ?» demanda finalement Thorne. Rowan se fit craquer le cou. « Parce que la Terre en a assez de faire semblant de se soucier de savoir qui a commencé quoi. Nous ne sommes pas là pour poser des questions. Nous sommes là pour y mettre un terme. Le vaisseau est sorti de la distorsion juste au-dessus de Yarnet 3, et ce qu'ils ont vu a captivé même les tueurs les plus endurcis. La surface avait été noircie. Des bâtiments, si on peut les appeler ainsi, gisaient en tas de ruines. Les signatures thermiques étaient quasi nulles. Aucun signe de vie. Mais ce qui les perturbait, ce n'était pas la destruction. C'était ce qui restait. D'immenses symboles gravés dans le sol, des cercles parfaits, des lignes qui s'étendaient sur des kilomètres. Et au centre du plus grand, se dressait une flèche, métallique, bourdonnante et vibrant d'un rouge terne. Ce n'était pas Yarnetitek, et ce n'était certainement pas humain. Rowan donna l'ordre. Botte au sol, restez vigilants. Si quelque chose respire encore là-bas, on s'assure que ça s'arrête. Alors qu'il descendait, le vent hurlait à travers la vallée. Des cendres volaient en ligne horizontale. L'air était toxique. Chaque pas crissait sur des restes calcinés. Ils atteignirent la flèche. Puis la flèche parla, pas avec des mots, pas avec un langage, mais avec de la douleur. Tous les hommes du détachement s'agenouillèrent, l'agonie les envahissant. Souvenirs de guerre, de mort, cris de frères tombés, regrets qu'ils croyaient enfouis depuis longtemps. Rowan serra les dents si fort qu'elles craquèrent. Puis, tout aussi soudainement, la douleur disparut. La flèche commença à se déplacer, sa forme métallique se déployant comme un prédateur s'étirant après un long sommeil. Et puis la voix résonna à nouveau, non pas à travers la flèche, mais à travers les radios du casque.
Vous avez envoyé des monstres. Bien. Voyons s'ils saignent. Rowan se releva en titubant, secouant les dernières nausées qui lui submergeaient les entrailles. Le bourdonnement de la flèche s'estompa dans le silence épais comme la cendre, mais cette voix, profonde, ancienne, imprégnée de quelque chose de plus sombre que la haine, résonnait encore dans les communications. Autour de lui, le 104e détachement reprit sa formation. Leurs yeux étaient hagards. La sueur coulait le long de leurs cous qui tremblaient rarement. Ces hommes avaient affronté des seigneurs de guerre, des armes nucléaires, des insurgés, la famine, la torture. Mais ça, c'était autre chose. Mas crachait du sang. Cette chose, quoi que ce soit, elle s'est insinuée dans mon cerveau. Les yeux de Rowan ne quittèrent pas la flèche. C'était un test. Elle voulait nous goûter, voir ce que la Terre envoyait vraiment. Ouais, marmonna Thorne. Alors, montrons-lui le reste du menu. Ils avançaient en file indienne, fusil levé, le périmètre serré. La flèche Yarneti, autrefois froide et inerte, vibrait désormais d'une vie intérieure, des veines rouges d'énergie coulant comme de la lave en fusion sous sa carapace. Les capteurs techniques ne pouvaient classer la matière. Ce n'était pas du métal, ce n'était pas de la pierre, et cela ne venait pas de ce système solaire. L'entrée s'ouvrit comme une mâchoire. Pas de mots, pas de menaces, juste une invitation. Rowan tapota le côté de son casque. Commandement, ici le capitaine Rowan du 104e. Nous avons ici une technologie d'origine non terrestre. Possible artefact, conscient. Procédé à l'intérieur pour neutraliser la menace. Statique, pas de réponse. Il essaya à nouveau. Plus de statique. Mas jeta un coup d'œil à son bracelet de communication. On est brouillé, rien ne sort. Thorne rit sans humour. Typique. Pas de retour en arrière. Juste en avant. Rowan n'hésita pas. Alors, en avant, à l'intérieur, la flèche était incroyablement plus grande qu'il n'y paraissait. De faibles lumières pulsaient à travers les murs charnus. L'architecture semblait vivante, respirante, en mouvement léger, comme si elle réagissait à leur présence. Le sol craquait sous leurs bottes. Il n'y avait ni console, ni panneau de contrôle, aucun signe de vie Yarneti. Mais les symboles gravés dans les murs, c'étaient des symboles de la Terre. Gravés dans les murs, c'étaient des symboles de la Terre. Rowan marqua une pause. C'est du russe? Mas se pencha. Ancien code militaire. Écriture cyrillique. Certains éléments semblent d'avant la chute. C'était l'époque de la guerre froide. La voix de Thorne baissa. Que diable fabriquent les forces spéciales russes gravées sur les murs extraterrestres? Personne ne répondit. Ils atteignirent une salle centrale. Au centre se tenait une silhouette, attachée à une dalle verticale, les bras écartés. À première vue, elle ressemblait à Yarneti, grande, mince, aux membres allongés. Mais la peau, elle, était écorchée par sections, révélant du métal en dessous. Et dans sa cage thoracique, EarthTech, un nœud de liaison montante de qualité militaire humaine. Rowan fit un pas en avant, la tête de la silhouette se releva brusquement, les yeux s'ouvrirent et elle sourit. « Tu as envoyé tes bouchées. Tu le fais toujours, grinça-t-elle, les lèvres sèches et déchirées. Rowan braqua son fusil. « Qui es-tu » Son sourire s'élargit d'une manière inhumaine. « Je suis le dernier Yarneti, ou ce qu'il en reste. Ils m'ont pris, utilisé, pour te parler. Ils aiment ton espèce. La rage, les souvenirs. Tu es plus honnête que le reste de la galaxie. » Mas grogna. « Qui sont-ils » La silhouette ne répondit pas. Au lieu de cela, les lumières de la chambre changèrent, les murs se rétractèrent, et soudain, ils le virent. Une structure organique massive flottait dans l'espace, juste à l'extérieur de la lune yarnétienne, noire comme du charbon, piquante, telle la dépouille d'un dieu mourant, maintenue par la seule haine. Elle n'était pas là auparavant. Elle avait été dissimulée. Maintenant, elle se révélait. Un vaisseau, une forteresse, un cimetière, et elle observait. La silhouette rit. « On m'a construite pour t'appeler. Il savait que tu viendrais. La Terre vient toujours. Pas avec de l'aide, pas avec la paix, avec des armes. » Rowan le sentait au plus profond de lui-même. Toute cette mission était un piège. « Retrait !» ordonna-t-il. Tout le monde retourna au point de chute. Mais alors qu'il se retournait pour partir, les murs de la flèche se refermèrent brusquement. Une brume rouge s'échappa des conduits d'aération cachés. Les masques furent levés, mais trop tard. Thorne trébucha le premier, son arme s'écrasant au sol, Mas le suivit, les genoux fléchissant sous les cris.
Rowan s'injecta un stimulant et resta debout. La voix revint. Dans leur tête, maintenant. Il resta debout. La voix revint. Dans leur tête, maintenant, pas par radio. Tu tues, tu brûles, tu gagnes. Voyons ce qui t'a créé. Les ténèbres l'ont englouti. Il s'est réveillé dans une pièce fictive. On aurait dit sa chambre d'enfant, mais pas comme ça. Trop propre, trop lumineuse. Les murs scintillaient comme de l'eau. Son fusil avait disparu. Son armure avait été arrachée. Seules ses pensées subsistaient. Une voix résonna de nulle part. « Dis-nous pourquoi tu tues ?» Rowan grogna. « Qui diable êtes-vous ? Pourquoi tu tues ?» grogna Rowan. « Qui diable êtes-vous ?» Pas de réponse. Juste des scènes défilant sur les murs, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des guerres extraterrestres, des planètes consumées, des espèces éteintes. À chaque fois, un motif émergeait. La même présence derrière tout cela. Les corbeaux. Pas une race, pas une flotte, une force, une intelligence qui se nourrissait de la guerre elle-même. Rowan comprenait maintenant. Il ne haïssait pas la Terre. Il l'aimait, parce que les humains excellaient dans ce qu'ils désiraient. La destruction, la vengeance, le sang sans fin. Les corbeaux n'envahissaient pas les colonies pour conquérir. Ils allaient juste assez loin pour impliquer la Terre, juste assez pour appeler les monstres. Rowan vit alors une autre image. La flotte secrète de la Terre pénétrant dans l'espace Yarniti, des centaines de vaisseaux de guerre, des milliers de soldats, tous se précipitant dans le piège. Tous se précipitant dans le piège. Il hurla et se réveilla. La pièce était à nouveau plongée dans l'obscurité. La silhouette avait disparu. Seule la masse et l'épine subsistaient, enchaînées au mur par des vrilles de matière noire. Leurs yeux étaient ouverts, mais inanimés. La brume rouge siffla de nouveau. La vision de Rowan se brouilla, mais il lutta, se libérant de l'étrange substance visqueuse qui le retenait. Ses muscles hurlèrent de protestation. Chaque cellule de son corps voulait s'effondrer, mais son âme brûlait. Il se traîna jusqu'à Mess. L'homme marmonnait. « N'y va pas, n'entre pas, ne les envoie pas. » Rowan le gifla violemment. « Mace, reprends-toi. » Le regard de Mace se fixa une seconde. Ils se nourrissent de nous, de notre culpabilité. Rowan se souvint de la mission sur Titan Delta. Le village, les cris, les ordres qu'il avait donnés. Il repoussa sa culpabilité, l'enfouit sous la rage. « Ils veulent des monstres ?» grogna-t-il. « Ils en ont un ?» Rowan n'hésita pas. Il bougea. Chaque pas lui apportait de la douleur. Chaque mur murmurait des souvenirs. La fois où il avait laissé un soldat blessé derrière lui. Les ordres qu'il avait donnés, qui avaient conduit à la mort d'innocents. Toutes les décisions qu'il avait rongées jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'acier et la haine. Il l'avait accepté. Il ne voulait pas de rédemption. Il voulait se venger. Au pied de la flèche se trouvait un gouffre. À l'intérieur, quelque chose d'énorme pulsait. Un cerveau vivant suspendu dans un fluide noir. Et autour, des dizaines de cadavres extraterrestres, Yarnetis, humains, et même d'espèces qu'il ne reconnaissait pas, tous connectés, l'alimentant. Il leva son fusil, mais avant qu'il puisse tirer, le cerveau parla, non pas avec un son, mais avec la voix de Rowan. La voix de Rowan. « Nous sommes vous. Nous sommes l'écho de chaque guerre que vous avez gagnée. Vous nous avez créés. » Le sol se fendit, des membres griffus se dressèrent. Des créatures, nées des souvenirs des guerres terrestres, commencèrent à surgir. Pas réelles, mais bien réelles. Un sniper russe de la guerre froide. Un flametrooper de la révolte martienne. Un opérateur de drone qui a massacré un mariage au nom des frappes de précision. Tous, lui. Rowan hurla et ouvrit le feu. Il déchira les illusions, la chair, le métal. Le gouffre explosa, un fluide noir éclaboussa les parois. Le cerveau se débattit, mais ne mourut pas. Il parla de nouveau, haletant. « Vous êtes le cadeau que la Terre nous a fait. Maintenant, envoyez-en plus. » Et puis il s'effondra. La flèche trembla. Les systèmes tombèrent en panne. La structure commença à se défaire. Rowan courut. Il saisit masse et épines, les traîna à travers le feu et les couloirs effondrés. Les murs ne murmuraient plus. Il hurlait. Un vaisseau de débarquement attendait toujours au bord de la zone d'atterrissage, balafré, calciné, mais fonctionnel. Il jeta son équipe à l'intérieur et activa les commandes. La flèche disparut derrière eux dans un violent effondrement, aspiré par le sol comme un cœur agonisant. Alors qu'il s'élevait, une douzaine d'autres vaisseaux corbeaux se démasquèrent en orbite, mais aucun n'attaqua. Au lieu de cela,
Ils firent demi-tour et partirent. Rowan resta assis en silence. Mas gémit. « On a réussi ?» Rowan ne répondit pas, car il connaissait la vérité. Les corbeaux n'avaient pas besoin de gagner. Ils avaient déjà obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Ils ont vu les monstres de la Terre obtenir ce qu'ils étaient venus chercher. Ils ont vu les monstres de la Terre, et ils les ont adorés. Le vaisseau de débarquement a ravagé le ciel, laissant derrière lui une traînée de fumée et des plaques de coque fissurées. Les systèmes d'urgence ont hurlé, clignotant en rouge au rythme des battements de cœur de Rowan. Il gardait une main sur le manche de vol manuel, l'autre agrippant si fort le bord de son siège que ses articulations ressemblaient à des os. Derrière lui, Mace était encore à moitié inconscient, tremblant dans ses liens. Thorne n'avait pas bougé depuis des minutes. Ils étaient vivants, mais à peine. Alors que le vaisseau quittait l'atmosphère et naviguait près de la lune yarnetienne, la flotte terrestre apparut, disposée en formation décalée, puissante, écrasante. Des centaines de navires de guerre du Dominion Sol, tout d'acier rutilant et de moteurs nucléaires. Chacun était équipé de cuirassés, de perforateurs planétaires, de disrupteurs orbitaux, la démonstration de force totale de la Terre. Et ils se dirigeaient droit vers les mâchoires d'un piège. Rowan frappa du poing le panneau de communication. Commandement de la flotte, ici le capitaine Rowan, 104e détachement. N'engagez pas, je répète, n'engagez pas Yarnet 3 ni quoi que ce soit en orbite. C'est un piège. Ça a toujours été un piège. Pas de réponse. Puis des parasites. Puis le bref scintillement d'une transmission. Capitaine Rowan, votre signal est non autorisé. Le 104e détachement est présumé mort. Retournez immédiatement à la base ou préparez-vous à l'abordage. Le sang de Rowan se glaça. Il les avait déjà enterrés. Officiellement, le 104e était déclaré mort avant même d'avoir atterri sur Yarnet 3. C'est pourquoi ils avaient été choisis. Pas de nettoyage, pas de questions. Juste des fantômes faisant le sale boulot pour des politiciens qui voulaient un démenti plausible. Ils avaient été sacrifiés dès le départ. Rowan se laissa aller dans son siège, fixant la flotte à l'horizon. Ils ne vont pas écouter. Mas toussa derrière lui. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine ?» Rowan le regarda, le regard dur. « On devient rebelle. » De retour à bord de la flotte, l'amiral Granger se tenait sur la passerelle du porte-avions de commandement Revenant's Oath, entouré d'officiers impeccables aux uniformes impeccables et aux visages impénétrables. Le système Yarneti s'étendait sur l'écran tel une carte attendant d'être conquis. « État d'avancement ?» demanda-t-il. Les scans orbitaux indiquent une destruction massive sur Yarnet 3. Aucun système de défense Yarneti n'a été détecté. Toutes les colonies précédentes semblent anéanties. Aucun signe de présence humaine. Granger hocha la tête. Alors, on frappe fort, on nettoie, et on envoie le message que la Terre envoie toujours. L'officier des communications hésita. On a bien reçu un signal non autorisé du 104e. Il venait de Yarnet 3. Granger haussa un sourcil. Je pensais que le 104e était déjà mort. Il devrait l'être. Granger se tourna vers les étoiles. Ignorez-le. Si c'est vrai, ils reviendront avec des preuves. Si c'est un appât, on ne mord pas. Mais ils mordaient. Chaque seconde d'avancée de la flotte la rapprochait encore plus du réseau de vaisseaux Corbeau qui attendaient hors de portée de balayage normal. Camouflés, patients, affamés. Les Corbeaux ne voulaient pas détruire les forces terrestres. Ils voulaient observer. Ils voulaient étudier les monstres en action. Rowan ne se dirigea pas vers la Terre. Il mit le cap sur les ceintures d'astéroïdes extérieurs, où il savait que le Dominion ne le suivrait pas. Il perdait du carburant et de l'atmosphère, mais le vaisseau résista suffisamment longtemps pour atterrir dans une base d'astéroïdes creuses, du genre de celles utilisées pendant la rébellion silencieuse, une guerre que la Terre prétendait désormais n'avoir jamais eue. Ils ont soigné Thorne, avec tout le matériel médical qu'ils ont pu trouver. Mace parlait davantage maintenant, même s'il semblait à moitié épuisé, comme si une partie de lui n'avait jamais vraiment quitté cette flèche. Rowan s'est connecté à l'un des anciens satellites relais enfouis dans la roche de l'astéroïde. Il n'était pas relié au réseau du Dominion, mais il pouvait envoyer une impulsion. Il a enregistré un message, un avertissement, une confession. Il leur a tout raconté. La flèche, les corbeaux, la vérité sur le massacre de Yarneti. Il ne s'est pas soucié du protocole. Il n'a pas embelli le message. Il a conclu son message par une seule phrase. La Terre ne sauve pas la galaxie. Elle alimente quelque chose de pire que la guerre elle-même. Puis il l'a diffusé sur tous les canaux du marché noir du quadrant. Hackers, repères de pirates, réseaux rebelles,
contrebandier, quiconque voudrait l'écouter. Le Dominion le tuerait pour ça s'il l'attrapait un jour. Mais au moins, la vérité se répandrait. Mace marchait derrière lui. Ils nous traiteront de traîtres. Rowan leva les yeux. Nous avons toujours été des traîtres. Ça dépend de l'histoire qu'ils écrivent. Thorn s'agita en gémissant. Ils nous observent, même maintenant, dans nos têtes. Je le sens. Rowan hocha la tête. Je sais, mais qu'ils regardent. Nous allons leur montrer quelque chose qu'ils n'oublieront pas. 3 jours passèrent. La flotte du Dominion lança un assaut sur Yarnet 3. Rien ne riposta, aucune résistance, aucun signe de vie, juste un terrain vague et des lunes creuses. Et puis les disparitions commencèrent. D'abord, un vaisseau de reconnaissance disparut des confins du système. Pas d'appel de détresse, pas de débris. Puis un destroyer complet disparut. Puis 2 autres. L'amiral Granger ordonna un ratissage complet du système. Mais il était trop tard. Les vaisseaux Corbeau se révélèrent, non pour combattre. Ils se contentèrent de refléter la flotte. Ils copièrent leur formation, projetèrent des transmissions simulées utilisant des voix déformées issues des journaux de bord de la Terre. Ils diffusèrent des enregistrements des massacres passés de la Terre, diffusés sur tous les canaux. Noms, dates, coordonnées. Les soldats du Dominion qui l'avaient entendu, certains devinrent fous. D'autres commencèrent à tirer sur des ombres, d'autres se figèrent. Les corbeaux ne tuaient pas les guerriers de la Terre, ils les retournaient contre eux-mêmes. L'équipage d'un cuirassé ouvrit tous les sas, un autre lança des bombes nucléaires sur ses propres porte-avions. Rowan observait les transmissions depuis la station astéroïde. Il voyait tout. Mace se pencha à côté de lui. Il ne cherche pas à gagner. Il montre à la Terre ce qu'elle est vraiment. La voix de Rowan était monotone. Les monstres qu'ils adorent. Ils ne pouvaient rester cachés éternellement. Un éclaireur furtif du Dominion finit par repérer leur signature énergétique. La base de l'astéroïde fut percée. Ils attaquèrent en force. 6 soldats. Opération secrète, blindage scellé, voie filtrée. Capitaine Rowan, vous êtes en état d'arrestation pour trahison envers le Dominion Sol. Rowan ne broncha pas. Allez-y, mais demandez-vous, pourquoi vous enverrait-il tuer un homme mort? Toujours un homme mort. Le soldat de tête marqua une pause. C'était tout ce dont Rowan avait besoin. Il bougea. 2 balles, une dans la poitrine, une dans la jambe. Mace le couvrit, projetant du plasma dans le couloir. Thorn, marchant à peine, se traîna jusqu'au dispositif de secours et fit exploser le sas extérieur derrière l'escouade, envoyant 2 d'entre eux dans l'espace. C'était horrible, rapide, brutal. À la fin, seuls 3 membres de l'équipe des opérations secrètes respiraient encore. Rowan se tenait au-dessus d'eux, le fusil chaud. Vous êtes les meilleurs de la Terre. Vous êtes déjà en train de mourir. Les corbeaux n'ont pas besoin de vous toucher. Vous vous entretuez. Le soldat cracha du sang. Vous n'êtes qu'un voyau devenu arme. Les yeux de Rowan se plissèrent. Numéro 1, je suis une arme qui s'est enfin réveillée. Ils ne restèrent pas. La base de l'astéroïde était compromise. Ils prirent le matériel qu'ils purent, remontèrent dans le vaisseau endommagé et sautèrent dans l'espace lointain, en territoire inconnu, où la domination de la Terre vacillait. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils n'étaient plus de simples soldats, ils étaient la preuve. La preuve que la Terre n'était pas le sauveur qu'elle prétendait être. La preuve que les monstres n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient humains. De retour sur Terre, l'histoire fut réécrite, bien sûr. Le 104e détachement fut déclaré disparu. Yarnet 3 fut présenté comme une purge réussie d'une dangereuse menace insurrectionnelle. Les corbeaux ne furent jamais mentionnés. L'effondrement interne de la flotte fut imputé à d'énormes éruptions solaires provoquant des perturbations psychogènes. Les gens y ont cru. Ils y ont toujours cru. Le Dominion des âmes passa au système suivant. La prochaine cible, la prochaine raison de tuer. Mais des rumeurs se répandirent sur les canaux pirates, parmi les chefs de guerre rebelles, même dans les casernes du Dominion tard dans la nuit, lorsque les lumières étaient faibles. Des rumeurs sur le 104, sur ce qu'ils avaient vu, sur ce qu'ils étaient devenus, et quelque part dans le Black Dash. Rowan regardait les étoiles défiler, attendant que la Terre envoie d'autres guerriers, car il n'essayait plus d'arrêter les corbeaux. Il attendait de les revoir, non pas pour les tuer, mais pour les comprendre, et être, juste être, pour ne faire plus qu'un. Il était assis seul au bord de la soute du vaisseau, scrutant l'étendue noire infinie par les 3 hublots. Toutes les quelques minutes,
Une étoile lointaine clignotait. Toutes les quelques heures, un autre membre d'équipage hurlait dans son sommeil. Non pas à cause de ses rêves, mais à cause du silence qui les séparait. Thorn se dégradait. Les blessures de Yarnet III n'étaient pas seulement physiques. Quoique les corbeaux aient fait dans cette flèche, ils ont laissé des traces qu'aucune aiguille ne pouvait guérir, et qu'aucun médicament n'engourdissait. Parfois, il errait dans le vaisseau, en transe, murmurant des noms que personne ne connaissait. D'autres fois, il restait assis, les yeux fixés sur des murs immobiles. Rowan ne l'arrêtait pas. Il comprenait. Mace se comportait mieux, pour l'instant. Il se plongeait dans la maintenance des armes, dans les calculs d'itinéraire, dans le piratage de vieux drones du Dominion pour en extraire des outils de siphonnage de carburant. Mais sa main tremblait maintenant, subtilement mais de plus en plus. Le genre de tressaillement qui ne venait pas d'une blessure. Il venait de quelque chose d'intérieur, qui nous rongeait, lentement et affamé. Ils sont dans nos têtes, dit finalement Mace, brisant le silence pendant une longue dérive entre des systèmes morts. Pourtant, même ici, Rowan ne le regarda pas. Je sais. Pas comme des voix, pas toujours. Mais tu te souviens de l'opération sur Carrion 6 ? Rowan hocha lentement la tête. Tu as déjà pensé aux civils qu'on a abattus, capitaine ? Ceux qui se cachaient dans les tuyaux d'irrigation ? Tous les jours. Mais Rowan ne l'a pas dit. Il n'était même pas armé, marmonna Mas. J'ai tiré sur une gamine. Elle avait une poupée. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas réfléchi. Maintenant je la vois. Toutes les nuits. Rowan expira par le nez. Il ne décerne pas de médaille pour ces pièces. Il n'y a que des fantômes. Ils dérivèrent vers l'étendue Cheddar, une zone morte de colonies minières abandonnées depuis longtemps et de plateformes satellites oubliées. C'était le cimetière idéal pour se cacher, mais ils n'étaient pas les seuls à s'y cacher. Rowan remarqua le ping en premier, un écho doux et lent, pas le protocole du Dominion, pas même humain. Ça pulsait comme un battement de cœur, irrégulier et brutal. Thorn l'appela ensuite. Nous ne sommes pas seuls. Le signal les mena à une épave flottante, le Varan, un vaisseau de sauvetage terrestre disparu depuis 9 ans, officiellement perdu aux mains des pirates. La réalité était pire. Ils amarrèrent le navire manuellement, l'accostant avec des cliquetis et des pinces sifflantes. Rowan ouvrait la marche, fusil prêt, visière baissée. L'intérieur du Varan était sombre, l'air vicié. Des fils pendaient comme des entrailles. Traces d'une fusillade mais pas de corps. D'une fusillade mais pas de corps, jusqu'à la passerelle. Là, ils les trouvèrent, ni morts, ni vivants. L'équipage était assis sur ses sièges, les mains toujours sur les consoles, les yeux ouverts, mais leur bouche était cousue, littéralement, scellée par un fin fil métallique, leur corps ratatiné, desséché, comme des marionnettes depuis longtemps oubliées. Mas recula. Ce n'est pas naturel. Ils ne l'étaient pas. Tués, ils ont été préservés. Rowan s'est dirigé vers le siège du capitaine. Une petite lumière clignotante est restée sous l'accoudoir, un enregistreur de données toujours intact. Il l'a branché sur son propre écran. Il l'a branché sur son propre écran. Vidéo chargée. 7e jour. Quelque chose nous suit. Pas de visuel, mais on le sent. Impossible de dormir. L'équipage voit des choses. Jour 12. On a capté un signal. Rythmé. On dirait qu'il est en nous maintenant. Miller est le premier à cesser de parler. Il dit que les mots ne nous appartiennent plus. Jour 6. On a arrêté d'émettre. Il le fallait. Ils entendent à travers le langage. Ils s'en nourrissent. On se tait maintenant. Si vous trouvez ceci, ne parlez pas. L'enregistrement s'est terminé par des parasites. Rowan recula. Un murmure lui chatouilla les oreilles. Trop tard. Ils retournèrent rapidement à leur vaisseau, mais quelque chose les avait déjà accompagnés. Les lumières vacillèrent, l'air se raréfia, et Thorn avait disparu. Rowan le trouva dans la soute, recroquevillé en boule, les yeux révulsés. Mas planait à proximité, arme au poing. Il parlait quelque chose, pas une langue, plutôt comme un écho. Rowan s'accroupit. Thorn. Thorn leva les yeux et sourit. Pas son sourire, quelque chose derrière. Tu les as appelés, murmura-t-il. Chaque mot que tu as dit depuis Yarnat. Ils ont tout entendu. Chaque cri, chaque regret. Tu n'as pas fui les corbeaux, Rowan. Tu les as menés ici. Rowan prit son pistolet. Les yeux de Thorn s'écarquillèrent. Ce n'est plus moi, c'est eux, c'est toi. Et puis, sans un bruit, le corps de Thorn se tordit. Pas de sang, pas de carnage, juste un frisson et il disparut, comme s'il s'était replié dans les airs.
Rowan fixait le sol vide. Pas de cris, pas d'explication. Juste le silence. Mess recula. « Nous sommes en train de perdre, capitaine. Pas seulement la guerre, nous-mêmes. » Rowan ne dit rien, car au fond, il était d'accord. Ils quittèrent rapidement l'étendue de Shadar. Rowan mit le cap sur un endroit où seule la 104e division était jamais allée. La station 99, un ancien site secret du Dominion, effacé des archives après le protocole Mémoire Rouge. Cela n'était pas censé exister. Mais Rowan avait gravé les coordonnées dans son esprit. Car c'est là que la Terre a pris contact pour la première fois avec les corbeaux, avant Yarnet, avant toute guerre connue. La station 99 était le berceau du plus vieux mensonge de la Terre. Ils étaient les défenseurs de la paix. Rowan avait besoin de réponses, avant que le silence ne l'emporte. La station dérivait en orbite autour d'une étoile mourante, son squelette métallique gémissant sous des décennies de chaleur et de radiation. L'amarrage fut difficile. Attache manuelle, gravité à 30%. À l'intérieur, tout fonctionnait encore. C'était le premier signe avant-coureur. Pas de poussière, pas de décomposition, pas de cadavres, juste le silence. Ils trouvèrent la salle de l'ordinateur central après 30 minutes d'exploration. À l'intérieur se trouvait une unique console opérationnelle, toujours clignotante avec un message vert. Rowan s'approcha, les doigts hésitants. « Bon retour, capitaine Rowan. » Son sang se glaça. Mace jura dans sa barbe. Comment diable sait-il? Avant que Rowan puisse parler, l'écran changea. Une vidéo commença, et ils se virent. Rowan, Thorne, Mace. À Yarnet 3, dans la flèche, puis dans l'espace lointain, puis dans le Varenne. Des images de leurs propres yeux. Puis, dans le Varin, des images de leurs propres yeux. « Tu es l'émission », dit l'ordinateur d'une voix féminine déformée. « Tu n'as jamais été seul. Tu étais le signal. Tes souvenirs, ta langue, ton sang, tout cela porte la semence. Les corbeaux ne bougent pas. Ils ne volent pas. Ils grandissent. Chez des hommes comme toi. » Rowan recula. L'écran vacilla à nouveau. « Veux-tu voir la vérité ?» Il hésita puis tapa. « Pourquoi je te le demande ?» La pièce plongea dans l'obscurité. Un hologramme jaillit du plafond, montrant les premiers contacts de la Terre avec une vie extraterrestre. Ni pacifique, ni diplomate, ni prédatrice. La Terre offrait sa protection, mais seulement en échange de son contrôle. Des colonies furent établies, des ressources exploitées, les populations locales contraintes à la soumission, les rébellions brutalement réprimées. Puis vinrent les corbeaux. Pas de vaisseaux, pas de voix, juste des effets. Ils n'apparurent qu'après les guerres terrestres, se nourrissant de souvenirs, de traumatismes, des ondes de mort. Le Dominion le savait. Ils le savaient depuis la station 99, et ils ne s'arrêtèrent jamais. Parce qu'ils croyaient que les corbeaux étaient inévitables, un prix à payer pour être l'Apex. Alors, au lieu de les arrêter, la Terre les utilisait. Chaque guerre alimentait la machine. Chaque soldat devenait un porteur. La Terre les utilisait. Chaque guerre alimentait la machine. Chaque soldat devenait un porteur. Rowan s'éloigna de la console en tremblant. « Nous ne sommes pas des soldats, murmura-t-il. Nous sommes des incubateurs. » Mace resta figé. Alors, que faire? La réponse n'était pas simple, mais elle était claire. Rowan se tourna vers les commandes du réacteur. Nous avons tout brûlé. L'air à l'intérieur de la station 99 devenait de plus en plus chaud, les conduits d'aération s'écoulant par intervalles plus lents, comme si l'endroit lui-même s'étouffait sous les décennies de secrets enfouis. Plus Rowan s'enfonçait dans les niveaux de commandement, plus il avait l'impression d'être à l'intérieur d'une machine cherchant à s'oublier. Un avant-poste du Dominion, autrefois fier, désormais pourri de l'intérieur, alimenté par les souvenirs des morts et nourri par le silence des survivants. Mas le suivait de près, ses bottes résonnant sur le sol métallique, un silence entre eux qui avait trop duré. Depuis que l'ordinateur central avait révélé qu'ils étaient l'émission, le virus, la traînée de miettes que les corbeaux attendaient, aucun d'eux n'avait prononcé plus que des ordres. Mais le poids résonnait dans leurs yeux, dans leur souffle. Il ne s'agissait plus de guerre, mais de leur propre destruction. Rowan s'arrêta devant une porte de cloison rouillée. Un code, gravé au pochoir, lui avait échappé depuis les essais de déminage de Mars. Projet Fathom, des yeux forgés dans l'ombre. Il enclencha la commande de secours. L'hydraulique hurla. La porte s'ouvrit. Au-delà, un puits vertical plongeait droit dans le cœur de la station 99. Au fond,
Le soleil artificiel qu'ils appelaient le cœur, un micro-réacteur conçu pour simuler l'effondrement de la matière quantique, destiné à la recherche sur la propulsion, puis reconverti à quelque chose de bien plus sombre. Ils descendirent à bord du vieux mont de charge, passant devant des câbles de données vacillants et des échafaudages défoncés. « Je ne sais pas si ça marche », murmura Mas. « Même si on fait griller ce réacteur, même si on détruit la station, les corbeaux, quels qu'ils soient, ne sont pas liés à un seul endroit. » Rowan le regarda, la mâchoire serrée. « On n'essaie pas de les tuer, » dit Mas en fronçant les sourcils. « Alors, qu'est-ce qu'on fout ?» La voix de Rowan était rocailleuse. « On coupe le signal. » Le cœur fonctionnait encore. Rien que ça, c'était déjà assez inquiétant. Pas de technicien, pas d'équipage, aucun signe de surveillance humaine. Mais la sphère de fusion vibrait intensément, suspendue dans un champ magnétique au-dessus d'un gouffre d'une profondeur abyssale. Tout autour, des créatures aux yeux creux se tenaient immobiles, mi-humaines, mi-machines. Des soldats terriens, connectés à la station, la bouche cousue, le crâne ouvert, exposant leurs noyaux neuronaux. Leur présence était un message. La Terre avait maintenu la transmission vivante, même après la mort. Rowan sentit ses genoux se serrer. Il ne se contentait pas de cacher cela, il l'utilisait, transformant en arme ce dont les corbeaux se nourrissaient. Mas fixa les soldats. C'est pour ça qu'ils nous ont marqués morts avant même notre arrivée. Pourquoi ils nous ont envoyés? Nous n'étions pas censés survivre à Yarnet. Non, acquiesça Rowan. Parce que si nous survivions, nous poserions des questions. Mace se retourna. Et maintenant, Rowan répondit sans hésiter. On leur donne la réponse qu'ils ne veulent pas. Il se dirigea vers le panneau de commande du hub d'accès du cœur. La console nécessitait une double autorisation. Il saisit son identifiant Dominion. Mas fit de même. La station gémit en signe de protestation. Un compte à rebours commença, plus que 60 minutes avant la surcharge du cœur. Les sirènes hurlèrent et les lumières devinrent cramoisies. Ils avaient 1 heure avant que le cœur ne transforme la station entière, et ses archives interdites, en un cratère rougeoyant. Les corbeaux le remarquèrent immédiatement. Pas de vaisseau, pas d'armes, mais de souvenirs. L'esprit de Rowan était submergé. Non pas de douleur, mais de scènes. Des instantanés. Chaque visage qu'il avait tué. Chaque ordre qu'il avait donné et qui avait conduit à la mort de quelqu'un. Chaque souvenir s'aiguisait et tournait en boucle jusqu'à ce qu'il ne soit plus seulement un souvenir. C'était la réalité. Il revit Thorne mourir, cette fois criant à l'aide qu'il n'avait jamais donnée. Il vit une mère dans Carrion 6 tenant son enfant mort. Il se vit lui-même, riant, et cela le brisa. Il tituba au sol, se tenant le crâne. Mas se laissa tomber à côté de lui secouant l'épaule. « Capitaine, ils sont de retour, je sais, » siffla Rowan. « Je les ai laissés entrer. » « Quoi ?» Les yeux de Rowan brillèrent de clarté. « Ils nous ont traversés, notre culpabilité, notre traumatisme, chaque meurtre que nous n'avions jamais remis en question. Mais dès que nous avons remis cela en question, c'était le signal qu'ils redoutaient. » Maes cligna des yeux, incertain. « Tu dis que le regret les affaiblit ?» « Non. » Rowan leva les yeux. « La compréhension, si. Accepter ce que nous sommes, sans nous laisser définir. » Il se redressa, le souffle court. « Ils veulent nous briser. Nous les éliminons en reprenant le contrôle. » Plus que 30 minutes, ils se sont dirigés vers la salle Uplink. Chaque opération du Dominion y était enregistrée. Chaque massacre, chaque pacification de colonies extraterrestres. Des images qui ne devaient jamais être vues. Les ordres n'étaient jamais censés être entendus. Rowan connecta son Hadge, UD. Les fichiers défilèrent dans son champ de vision. Des batailles qualifiées de victoires se révélèrent être des massacres. Des traités de paix sabotés pour l'acquisition de ressources. Des colonies de réfugiés bombardées et imputées à des rebelles qui n'ont jamais existé. Rowan ne détourna pas le regard. Il avait besoin de le ressentir. Mas se connecta aussi. Aucun des 2 hommes ne parla pendant 5 minutes. Quand Mace finit par le faire, sa voix se brisa. Toutes ces années, nous pensions protéger l'humanité. Rowan se tourna vers lui. Nous protégions le mensonge. Et alors, que sommes-nous maintenant? Rowan n'hésita pas. Le remède. 15 minutes restantes. Ils retournèrent au cœur. Les constructions bougeaient maintenant, lentement, tremblantes, mais conscientes. L'un d'eux s'avança vers eux, la voix sèche, brisée. « Ne nous anéantissez pas. Nous sommes le confinement. Nous sommes le silence. Si vous laissez le bruit revenir, il grandira. » Rowan leva son fusil. « Vous faites déjà partie d'eux. » La construction pencha la tête. « Vous aussi. » Puis elle bondit.
Rowan tira une fois, directement dans le crâne exposé. La construction s'effondra. Les autres tressaillirent. Mace hurla. Ils se réveillent. Une douzaine de paires d'yeux cousus se tournèrent vers eux. Les créatures attaquèrent. Rowan et Mace combattirent côte à côte, au corps à corps, avec des coups brutaux. Ces créatures ne saignèrent pas, elles ne hurlèrent pas. Elles continuèrent d'avancer, comme la culpabilité incarnée, comme si chaque erreur qu'elles avaient enfouie était un combat pour survivre. Rowan fut blessé aux côtes. Mace perdit son arme de poing. Une créature l'attrapa à la gorge et lui siffla de l'électricité statique au visage. Rowan lui planta un couteau thermique dans la colonne vertébrale. Plus que 6 minutes, respirant fort, couvert de fluide synthétique noir, Rowan atteignit le bouton d'arrêt final. Une fois que ça aura disparu, dit-il, on ne s'en sortira pas. Mace s'appuya sur une console. Tu es sûr de ça? Non. Rowan eut un sourire narquois. Mais je n'ai jamais été sûr de quoi que ce soit, moi non plus. Il appuya sur l'interrupteur. Le cœur hurla, la réalité se déforma. Ils ne moururent pas comme ils l'avaient prévu. L'explosion ne se produisit jamais. Au contraire, le temps s'arrêta. Non pas physiquement, mais mentalement. Rowan cligna des yeux et se retrouva dans un champ. De l'herbe verte, un ciel dégagé, des enfants qui jouaient. Il reconnut l'endroit. C'était la terre, chez lui, bien avant que la guerre ne le prenne. Et en face de lui se tenait un homme en uniforme du Dominion. Son propre visage, mais plus jeune, insensible à l'horreur. Les corbeaux l'avaient amené ici, pour le tenter, pour lui offrir une version de la vie avant le monstre. « Tu aurais pu avoir ça, » dit le jeune Rowan. « Tu le peux encore. Va-t'en, laisse la station vivre. Que l'émission continue. Fais partie de quelque chose de plus grand. » Rowan s'approcha et se regarda droit dans les yeux. « Je fais partie de quelque chose de plus grand. » Il appuya sur la gâchette. Le rêve vola en éclats. De retour à la réalité, le cœur s'illumina. Mais cette fois, il n'explosa pas. Il s'inversa. La lumière s'effondra à l'intérieur. Une singularité de mémoire comprimée et repliée sur elle-même, puis noire. Rowan se réveilla au bord de la station, clignant des yeux à travers les fissures de son casque. Les alarmes étaient mortes. Le cœur avait disparu, non pas détruit, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. À côté de lui, Mace s'agita. « Avons-nous réussi ?» Rowan se redressa en gémissant. « Nombre, mais nous avons réussi quelque chose. » Ils boitèrent jusqu'au poste de contrôle. Les structures étaient à nouveau immobiles, éteintes, aucun signe de vie. Mais le Dominion arrivait. Rowan voyait les vaisseaux scintiller au loin. Ils avaient observé, attendant l'échec. « Qu'ils arrivent !» murmura Rowan. Mace plissa les yeux. « Et maintenant ?» Le regard de Rowan était de fer. « Maintenant, nous leur donnons quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. » Il a téléchargé les journaux de la station, tout sur toutes les chaînes. Pas seulement aux rebelles ou aux pirates, mais au peuple, à la terre elle-même. La vérité s'est répandue plus vite que le Dominion n'a pu la censurer. Les rumeurs sont devenues les gros titres. Les gros titres sont devenus des émeutes. Les familles de soldats ont commencé à demander où étaient passés leurs fils. Les anciennes colonies se sont rebellées et le nom du Sancatri, une fois effacé, est revenu. Non pas en héros de guerre, mais en témoins. Non pas de la victoire, mais du prix à payer. Ils ne revinrent pas. Rowan et Mace disparurent dans les voies étoilées, sautant de système en système, traqués par tous les pisteurs du Dominion munis d'un badge et d'une arme. Mais ils s'en fichaient, car quelque chose avait changé. Les corbeaux ne murmuraient plus. Ils étaient silencieux, non pas parce qu'ils étaient partis, mais parce qu'ils attendaient désormais. Pas pour les monstres, mais pour des hommes comme Rowan. Des hommes capables de porter leur histoire sans crainte. Le Dominion n'a pas perdu de temps. 2 semaines après que la diffusion de Rowan eut explosé à travers la grille galactique, la Terre a envoyé sa réponse. Ni par des mots, ni par des dénégations, mais par un feu purificateur. Le terme officiel était Opération Rétablissement, mais pour les colonies qui observaient de loin, c'était plus simple que ça. Purge. Ils ont commencé dans les mondes marginaux, ceux où les rumeurs du 104 s'étaient muées en chants et les chants en protestation. Tout système surpris à regarder la diffusion était signalé. En moins de 48 heures, des drones ont suivi, puis sont venus les orbitales, puis les troupes. Pas d'arrestation, pas de procès, juste le silence. Chaque rebelle ayant soutenu le message de Rowan avait désormais sa tête mise à prix. 10 millions de crédits pour Rowan lui-même, 5 pour Mace. Le nom de Thorne était toujours porté disparu,
mais les rapports affirmaient qu'il avait été compromis par des agents de guerre psychologiques non terrestres. C'était leur façon élégante de dire qu'il avait vu la vérité, et nous ne voulons pas qu'elle se répande. Mais le mal était déjà fait. À travers les étoiles, la peur des corbeaux se transforma en fascination, puis en croyance. Et pour la Terre, c'était là la véritable menace. Rowan était assis au bord d'une caisse déchirée, à l'intérieur d'un cargo faiblement éclairé dérivant en orbite basse au-dessus de la planète Genset, l'une des rares stations encore libres non signalées par les balises du Dominion. Mace revenait tout juste d'une expédition de ravitaillement ratée, les mains vides et essoufflées. « Plus personne ne fait affaire avec nous », dit Mace en frappant la console de ses gants. « Ils ont tous peur. Certains pensent que nous sommes maudits, d'autres pensent que s'ils nous aident, le Dominion va détruire leur famille. » Rowan ne bougea pas. Il fixait simplement la transmission parasitée sur l'écran devant lui. Des images d'une autre colonie incendiée, des cendres tombant comme de la neige, des enfants aux yeux vides, le genre de choses dont on ne revient pas. « Vous êtes-vous déjà demandé s'ils avaient raison ?» demanda Mace à voix basse. « Les corbeaux, que nous sommes l'infection, que ce n'est même plus une question de culpabilité, que nous sommes juste toxiques pour tout. » Rowan ne détourna pas le regard. « Nous sommes faits pour être toxiques. C'était le but. Je n'ai pas signé pour empoisonner la galaxie. » Rowan se retourna, la voix sèche. « As-tu signé pour tuer un sniper adolescent dans un camp de réfugiés sur Elixian 2 ?» Ma se figea. Rowan se leva lentement. Nous pensions tous être le scalpel, propre, précis, capable de faire ce que les hommes doux ne pouvaient pas faire. Mais la Terre nous a construits comme une massue, quelque chose qu'il pouvait frapper fort et vite, puis cacher quand le sang coulait. Mas expira, la gorge serrée. Et maintenant, on court jusqu'à ce qu'il nous attrape, jusqu'à ce qu'on meure de faim ici? Non, dit Rowan. On s'assure qu'ils ne puissent plus se cacher. Ils avaient besoin d'aide, mais pas des politiciens ni des rebelles. Ils avaient besoin de quelqu'un de plus bruyant qu'eux. Alors ils se sont tournés vers Axel Verden, ancien chef de guerre, pirate de la radio et maniaque certifié, connu pour avoir transformé la technologie du Dominion en média de pointe. Axel dirigeait une casse flottante appelée le Chœur des Tombes, une ancienne forteresse orbitale, entourée de champs de satellites hors service et de balises de brouillage. Il n'avait pas choisi de camp depuis des décennies. Il se contentait de se battre. Des balises. Il n'avait pas choisi de camp depuis des décennies. Il se contentait de se battre. Il les accueillait avec un sourire éclatant et un pistolet pointé directement sur la poitrine de Rowan. « Je te croyais mort, capitaine, » dit Axel. « Mais bon, je me suis cru Dieu aussi autrefois. C'était il y a 3 planètes et une ex-femme. » Rowan ne broncha pas. « On a quelque chose de plus grand que Dieu. »« Ah bon? Plus grand que moi? Merde, c'est sérieux. » Mace sortit une pointe de données de sa ceinture. Des images de la station 90-9, des journaux de bord, des crimes de guerre du Dominion, la preuve qu'ils étaient au courant pour les corbeaux avant même le premier contact. Axel fit tournoyer son pistolet, les yeux brillants. « Vous voulez faire éclater le voile, hein? Un message apocalyptique sur tous les canaux de communication ?» Rowan hocha la tête. « Vous avez la portée, et vous avez le désir de mourir. On se contentera de justice. » Axel marqua une pause, puis rengaina son pistolet. « Il me faudra 5 jours pour construire la chaîne. Contournez leur balayeur, faites-le rebondir sur une douzaine de réseaux neutres. Après cela, il se propage à travers toute la galaxie. Même les combinaisons propres d'Europe ne pourront pas le démasquer. » Les yeux de Rowan se plissèrent. « Tu es sûr qu'on ne peut pas remonter jusqu'à lui ?» Axel sourit. « Capitaine, j'ai un jour détourné la retransmission de l'anniversaire de l'empereur du Dominion et je l'ai remplacé par une vidéo de moi en train d'uriner avec un haut de forme. Tu parles à un professionnel. » 3 jours plus tard, le Dominion les trouva. Un croiseur furtif perça le champ de ferraille en décomposition du Gravequire, utilisant des anneaux de satellites fracturés comme couverture. Le vaisseau fut lancé sans prévenir. Aucune demande, aucune question, juste des torpilles. Le chœur funéraire trembla sous l'impact. Des sections s'effondrèrent. L'oxygène hurla à travers les coques fendues. Des alarmes retentirent dans toute la station. Rowan et Mace s'emparèrent de leur équipement et coururent vers la salle de contrôle. Axel était déjà là, jurant à cause d'un enchevêtrement de fils. « J'ai chargé la pointe à 90%, cria-t-il. « Mais il me faut 1 minute pour terminer la chaîne d'alimentation. » Rowan tira par la fente de la fenêtre sur une escouade de soldats d'abordage qui descendaient en rappel de la brèche du plafond. « Tu as 30 secondes. »
Mas traîna un tambour de câble au sol, l'utilisant comme couverture. S'ils atteignent ce noyau, tout ce message disparaît avec nous. Axel frappa du poing un levier manuel. Le message est actif dans 25 systèmes. Une fois le dernier saut terminé, il devient permanent. Rowan laissa tomber 2 soldats, puis en plaqua un troisième qui tentait de contourner Axel. Ses mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais de fureur. Furieux de la facilité avec laquelle la Terre pouvait effacer des gens, bombarder des histoires, effacer la vérité comme un fichier corrompu, il abattit un couteau de combat dans le cou du dernier assaillant. Du sang siffla sur le sol, Axel hurla « On est en direct !» Une décharge d'électricité statique jaillit des panneaux muraux, traversa tout le système, puis, au-delà, la diffusion de Rowan illumina les terminaux. Axel sourit, même lorsqu'un drone du Dominion lui transperça le ventre. Il s'effondra, saignant à flot, affichant un sourire satisfait. Rowan saisit la console et appuya sur une dernière touche. Envoyé à tous. Les données se répandirent comme une traînée de poudre. 99 Yarnet le Varon, la vérité des corbeaux. La voix de Rowan la narra. Brute, furieuse, honnête. Ni polie, ni politiquement irréprochable, juste authentique. Et dans cette brutalité, les gens écoutèrent. En quelques heures, 5 colonies du Dominion s'éteignirent en signe de protestation. Quelques jours plus tard, des soulèvements éclatèrent. Et dans chaque flotte du Dominion, les soldats commencèrent à s'interroger. C'était ce que la Terre redoutait le plus. Non pas la rébellion, mais le doute. Mace tira Rowan hors de la station en flammes. Ils restèrent silencieux pendant des heures. Ils trouvèrent un transporteur minier abandonné, le détournèrent et reprirent le cap vers l'espace lointain. Mais quelque chose avait changé. Un poids se déplaça. Pour la première fois, ils ne couraient plus. Ils attendaient, et la galaxie les observait. Rowan s'adossa au siège du pilote, le sang séchant sur son bras, les côtes fêlées par le combat. Mas jeta un coup d'œil. « Tu crois que c'est fini ?» Rowan secoua la tête. « Ça ne fait que commencer. » Mace expira et ricana. Il a toujours cette prime du Dominion. Ils vont nous balancer des flottes entières. Rowan se tourna vers lui, le regard fatigué mais vif. Laisse-les faire. Quelque part dans l'obscurité, un vaisseau corbeau s'agita. Il n'avait pas bougé depuis la chute de Yarnet. Mais maintenant, il sortait de sa carapace. Non pas pour se nourrir, ni pour chasser, mais pour écouter. Car finalement, les monstres de la Terre n'étaient plus seulement des tueurs. Ils étaient des témoins. Les étoiles ne se taisaient plus jamais. Pas après la diffusion. Rowan le sentait sur les ondes. Chaque transmission crépitait de tensions, de rumeurs, de révoltes. Des planètes dont il n'avait jamais entendu parler illuminaient désormais les chaînes du Dominion comme des feux de forêt, des manifestations sur des lunes urbaines, des émeutes dans des installations militaires, et même des colonies silencieuses, celles qui brandissaient autrefois le drapeau de la Terre comme un évangile, commençaient à susciter des interrogations. Et la Terre réagit de la seule manière qu'elle connaissait, avec de l'acier, des flammes, des ordres signés de sang. Rowan, assis dans le siège du capitaine du transporteur volé, observait depuis l'orbite un autre croiseur du Dominion planaire au-dessus d'une planète en contrebas. Aurelia Prime, autrefois plaque tournante du commerce, était désormais considérée comme une menace interne. Les civils entassés dans des caveaux souterrains, les soldats marchaient de porte en porte sous prétexte de confinement. Ils n'avaient même pas besoin de communication pour savoir ce qui allait suivre. Mas se tenait à ses côtés, casque enlevé, mâchoire serrée. Il fallait faire quelque chose. Rowan ne répondit pas, parce qu'il avait appris quelque chose ces dernières semaines. Ce n'était pas une guerre, c'était un règlement de compte. On ne pouvait pas se frayer un chemin à coups de fusil dans une situation pareille. Mais on pouvait griller la mèche. Il fouilla dans son gilet thoracique et en sortit un petit cube noir. La dernière pièce des archives de 90X9. Il ne l'avait pas transmise. Pas encore. Ce n'était pas pour le peuple. C'était pour le Dominion. Un coupe-circuit, codé avec les noms, les ordres et les signatures biométriques de chaque général, amiral et haut dirigeant terrien ayant approuvé les opérations Crow. Certains étaient déjà morts. La plupart étaient encore au pouvoir. C'était la seule chose que Rowan n'avait pas révélée. Car ce n'était pas une preuve, c'était un moyen de pression. Et il avait enfin une raison de l'utiliser. Le Dominion ne tarda pas à réagir. Moins de 12 heures après la signature de l'ordre de suppression d'Aurelia, le gardien du serment arriva en orbite basse, un vaisseau assassin noir, rarement vu, jamais mentionné. Lorsqu'un gardien du serment était déployé,
Ce n'était pas pour négocier, mais pour effacer. 3 nacelles élégantes jaillirent de son ventre, perçant le vide en direction du vaisseau volé par Rowan. Elles ne prirent même pas la peine de diffuser leurs exigences. Ces hommes étaient des agents, des tueurs entraînés, formés dans les mêmes fosses où la 104e division avait été forgée. Mais plus froid, plus efficace, libérés du poids du souvenir, conditionnés non seulement à survivre, mais à purger l'histoire elle-même. Rowan se tenait au centre de la soute du transporteur, gilet pare-balles bien sanglé, fusil en bandoulière, lame au fourreau à la hanche. Mace vérifia leur équipement restant. 4 charges, 3 fusils, 2 armes de poing, pas de renfort. Rowan marmonna. 3 en approche. Insertion rapide et tactique. Mace hocha la tête. Probablement d'anciennes équipes fantômes. Ils nous voudront vivants, 1 minute, le temps de les interroger. Ensuite, recycler. Rowan hoqua légèrement la tête, à voix basse. Ne leur accordons pas 7 minutes. La première capsule transperça la coque du transporteur comme un scalpel, se logeant dans la passerelle centrale avec un sifflement de pression relâché. Rowan bougea avant que l'écoutille ne puisse s'ouvrir. Il lança une charge éclair directement dans le point d'entrée et s'agenouilla. Boum! La trappe explosa, une lumière blanche et un choc électrique désorientant le premier agent. Rowan tira une fois, puis une autre. Le premier tir toucha la jambe de l'homme au genou, le second l'atteignit en plein centre, à travers la couture fragile du blindage. Pas de cri, juste un silence de mort. La deuxième capsule déchira la baie médicale, brisant tout à l'intérieur. Mace affronta l'agent suivant de front, arme de poing à la main, et se retira vers la salle de contrôle. Il activa le joint de décompression d'urgence, attirant l'intrus dans la chambre médicale avant de le vider. Un corps humain s'envola dans l'espace. 2 morts. Mais le troisième fut le pire. Il n'arriva pas en arme à feu, il arriva silencieux. Une ombre dans la cale inférieure du navire, contournant tous les pièges, tous les fils de signalisation. Rowan ne sut qu'il était à l'intérieur que lorsque les lumières s'éteignirent et que l'air se figea. Puis Mace s'effondra. Son corps s'écrasa violemment contre la cloison avec un bruit sourd et écœurant, du sang coulant sur le côté de son casque. Rowan se retourna juste à temps pour apercevoir l'assassin derrière lui. Pas d'armure, pas de casque, juste une peau pâle, un regard perçant et une lame à la main, qui n'était pas en métal. C'était de l'obsidienne, de qualité dominion, imprégnée de nanotissus réagissant à la mémoire, une relique née d'un corbeau. Cet assassin n'était pas venu pour tuer Rowan. Il était venu délivrer un message. « Tu n'aurais pas dû leur montrer, dit-il, d'une voix semblable à du gravier sous l'eau. Maintenant, ils ne cesseront plus de hurler. » La lame de Rowan rencontra la sienne. L'affrontement fut instantané, brutal, personnel. Pas de balles, pas de technologie. Juste 2 fantômes engagés dans une danse qui avait commencé bien avant leur naissance. Rowan se battait comme un homme qui savait qu'il ne gagnerait pas. Mais il n'en avait pas besoin. Il lui fallait juste temporiser. Et quand l'assassin l'immobilisa enfin, la lame appuyée contre son cou, Rowan sourit. « J'ai envoyé le reste », murmura-t-il. Les yeux de l'assassin tressaillirent. « Quoi ?» Les yeux de l'assassin tressaillirent. « Quoi ?» L'avant-bras de Rowan se referma sur le détonateur à son poignet. Il actionna. Une transmission jaillit du transporteur, rebondissant sur les fréquences ouvertes du Dominion. Pas une diffusion, juste un message crypté, envoyé directement au Conseil du Dominion. Et il disait « Libère le passé, ou nous le ferons. 6 juin, l'archive du coupe-circuit. » L'assassin ne l'a pas tué, il a disparu, tout simplement, comme s'il n'avait jamais existé. Rowan se releva en titubant et rampa jusqu'à Mace. L'homme était encore en vie, à peine. « Tu respires encore ? Espèce de salaud !» marmonna Rowan. Mace cracha du sang. « Bien sûr que si. Je suis trop furieux pour mourir. Le message a fonctionné, non pas parce que le Dominion voulait la paix, mais parce que le Conseil voulait survivre. Si les archives étaient rendues publiques, elles ne feraient pas que détruire la structure de commandement de la Terre. Elles anéantiraient la foi, dans le Dominion, dans la flotte. Dans les histoires qu'ils racontaient à leurs enfants, la Terre a donc fait un choix. Ils se sont retirés. Ils ont publié une déclaration niant l'existence des Sankars. Ils ont accusé des IA malveillantes d'être responsables des archives 99. Ils ont qualifié Rowan de fausse construction conçue par des saboteurs de données anarchistes. Ils l'ont discrédité, mais ils ont cessé de les traquer, de les purger, et ils ont commencé à discuter. Rowan savait que cela ne durerait pas, mais ce n'était qu'un début.
Des semaines plus tard, ils trouvèrent une planète tranquille. Plus tard, ils trouvèrent une planète tranquille, poussiéreuse, sèche, sans technologie, sans nom, juste la paix. Mas se rétablit, même s'il boitait maintenant. Rowan allumait un feu chaque soir et contemplait les étoiles. Non pas parce qu'il s'attendait à voir des vaisseaux corbeaux, mais parce qu'il se demandait ce qu'ils attendaient maintenant. Il savait qu'ils étaient toujours là, et il n'avait plus peur. Il comprenait enfin. Les corbeaux ne voulaient pas anéantir l'humanité. Ils voulaient voir si elle pouvait changer. Et juste peut être, Rowan leur avait-il montré une raison d'attendre. Ils avaient disparu, non pas en mourant, ni en se rendant, mais en choisissant d'être oubliés. Rowan et Mace vivaient désormais comme des ombres, enfouis au plus profond d'une planète poussière sans nom, en orbite autour d'une étoile naine effondrée. Pas de signaux, pas de surveillance, pas de domination. Rien que de la poussière, du vent sec et la lueur des flammes. Leur vaisseau avait été enseveli sous les rochers et l'acier, dépouillé de tout, sauf de son module principal. Si jamais quelqu'un le retrouvait, il ne ressemblerait plus qu'à une relique brisée de la rébellion silencieuse. Ils étaient redevenus des fantômes, mais cette fois, par choix. La claudication de Mace s'était aggravée. La blessure causée par la lame de l'assassin avait profondément sectionné les tissus, et le traitement improvisé n'avait fait que retarder les dégâts. Il ne s'était pas plaint, jamais. Mais Rowan le voyait à sa démarche. Lent, traînant, le genre de douleur qui atteint les os. « Tu as déjà pensé qu'on aurait dû tout laisser brûler ?» demanda Mace un soir, assis près du feu. Envoyer le coupe-circuit au public, laisser la terre s'effondrer de sa propre faute, Rowan fixa les flammes, silencieux. Puis, nous n'avons pas éteint le feu. Nous l'avons juste visé. Ce n'est pas de la justice, marmonna Mas. Non, dit Rowan. C'est de la survie. La justice, c'est ce qui vient après. Le lendemain matin, Rowan se réveilla avant l'aube. Le ciel n'était qu'une pâle tache rouge à l'horizon. Quelque chose n'allait pas dans l'air, dans ses os. Il sortit de leur abri et la sentit. Une pression non gravitationnelle, psychologique, comme si 1000 yeux l'observaient depuis l'extérieur de la perception humaine. Puis, un murmure. Pas un son, pas un mot. Un souvenir. Yarnet. Le gouffre, le cerveau, la vérité. Ils étaient là. Rowan n'appela pas Mace. Il marcha simplement, dépassant la crête, franchissant les rochers, jusqu'à une clairière où rien n'aurait dû exister. Et pourtant, c'était le cas. Une structure, silencieuse, parfaitement circulaire. D'un noir mat, haute de 10 mètres, identique à la première flèche de Yarnet 3. Les corbeaux étaient venus. Mais pas en conquérant, en témoin. Rowan s'approcha. La structure s'ouvrit, sans violence, sans éclat. Elle se replia simplement, comme si elle l'avait attendu depuis le début. À l'intérieur, rien. Juste un sol lisse, des murs courbes, aucune interface, jusqu'à ce qu'il entre. Puis la chambre se transforma, sans lumière, sans poids. Et puis il les vit. Ni des corps, ni des êtres, juste des présences, comme des reflets qui ne lui appartenaient pas. Des centaines de silhouettes s'alignaient, s'étendant à perte de vue. Certains ressemblaient à des soldats, d'autres à des victimes, d'autres à des victimes, d'autres encore à lui. Et l'un d'eux s'avança, ni un corbeau, ni un humain, juste une émotion informe incarnée. Vous nous avez montré une fracture, dit-il, une rupture dans le cycle. Rowan ne parla pas. La terre créa des monstres. Vous avez créé le silence, puis vous l'avez brisé. D'autres regardent. Rowan demanda finalement, pourquoi vous montrez maintenant? La forme resta immobile. Vous n'étiez pas censé nous voir, pas au début. Mais maintenant, le signal est vôtre. Des images défilèrent autour de lui, plus vite que la pensée. Des planètes s'élevaient, s'effondraient, des gouvernements se dissolvaient, des empires bâtis sur des mythes, et en chacun le même fil conducteur, le contrôle par la peur, le pouvoir par le silence. Puis, une voix, la sienne, diffusa les archives 90X9, la vérité. Tu n'es pas pardonné, dit la présence, mais tu es entendu. Rowan hocha la tête une fois. C'était suffisant. Il sortit de la flèche des heures plus tard, ou peu, être des minutes. Le temps ne se comportait pas à l'intérieur de cet endroit. Mas attendait près de la crête, le pistolet prêt. Rowan leva la main. C'est fait. Tu les as vus? Ils m'ont vu. Main. C'est fait. Tu les as vus? Ils m'ont vu. Mas regarda la flèche. Et maintenant? Rowan ne répondit pas tout de suite. Ensuite, on rentre. Mas cligna des yeux.
Retourner? Vers quoi? La Terre veut toujours nos têtes. La flotte est divisée. Les colonies nous prennent pour des histoires de fantômes. C'est exactement pour ça qu'on rentre, dit Rowan. On disparaît maintenant. Ce n'est qu'un autre mythe oublié. Une autre rumeur que la Terre peut enterrer. Il regarda l'horizon brûlant. Mais si on retourne à travers le feu, s'ils nous voient debout, ils sauront que l'histoire n'est pas finie. Mace esquissa un petit sourire amer. Tu veux vraiment mourir en direct? La voix de Rowan était d'un froid glacial. Number, je veux qu'ils regardent ce qu'ils ont fait. Il a fallu des semaines pour construire un réseau de signaux suffisamment puissant pour traverser les champs statiques du Dominion. Ils utilisèrent des pièces récupérées à la flèche, fusionnèrent la technologie terrestre avec l'architecture Corbeau, même si cela leur faisait saigner les yeux à force de les regarder trop longtemps. Le dernier jour, Rowan nettoya son armure. Une vieille plaque de 104i, rayée et cabossée, mais intacte. Mas fit de même, mais plus lentement. Sa respiration était haletante. Lorsqu'ils se tenaient côte à côte devant la caméra improvisée, ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des avertissements. Rowan appuya sur le bouton d'enregistrement. Voici le capitaine Rowan, ancien du 104e détachement, autrefois un monstre, toujours un homme. Vous nous avez menti, vous nous avez fait tuer. Vous avez caché la vérité et l'avez appelé patriotisme. Nous avons retrouvé le silence que vous aviez enfoui. Nous l'avons laissé parler. Maintenant, la galaxie entière vous écoute. Il s'approcha, baissant la voix. Nous ne sommes plus vos fantômes. Nous sommes votre reflet. Si nous pouvons changer, alors peut être que vous aussi. Sinon, il fixa le flux. Alors, nous attendrons. Il mit fin à la transmission et l'envoya à tout le monde, pas seulement aux Dominions, mais à chaque flotte, chaque colonie, chaque rocher caché qui se souvenait encore de ce que la Terre faisait dans l'obscurité. Ce furent les dernières images officielles du 104e jamais vues. Elles ne furent jamais retrouvées, ni par les ratissages du Dominion, ni par les scanners des vaisseaux Crow, ni par les sondes rebelles. Certains disent qu'elles furent effacées par les équipes d'extermination terrestre en quelques jours. D'autres prétendent avoir rejoint les corbeaux, intégré quelque chose qu'aucun humain n'avait jamais eu le droit de comprendre. Mais avec le temps, la guerre a commencé à changer. L'emprise de la Terre s'est relâchée. Le Dominion s'est fracturé. Non pas à cause des armées, mais parce que les croyances se sont effondrées. Les histoires n'ont plus tenu. Les héros ressemblaient davantage à des monstres. Et les monstres, ils ont commencé à ressembler à des hommes. Des années plus tard, dans une classe d'une colonie qui craignait la Terre, un enfant demandait « Le 104e a-t-il vraiment tué des milliers de personnes ?» Et le professeur répondait avec un long silence « Oui, et ils ont payé pour tout le monde. » Puis une deuxième question « Étaient-ce les méchants ?» Et le professeur regardait par la fenêtre, au-delà des étoiles, et disait « Non, c'était le miroir. »